Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez avec Thomas Binet tous les dimanches. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. On va commencer à parler de Casino qui va changer de main. Notre grand témoin Camille Gaby, cofondatrice d'Imparfait, une plateforme digitale de déstockage de produits vintage destinée aux 18-45 ans. Alors on va parler digital, mode et entrepreneuriat. Et puis vous savez ce que c'est que le slow management, mon cher Jean-Marie ? Écoutez, c'est quand vous êtes doux avec nous quand vous donnez des ordres, non ? Je vous explique tout dans quelques instants. Bon, écoutez, on verra ça. Mais avant ça, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre à entrer dans les coulisses des entreprises. Et vous nous parlez d'une marque iconique qui va très mal cette semaine. C'est Casino, l'emblématique enseigne stéphanoise qui change de propriétaire. Oui, parce que le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de sauvegarde cette semaine accéléré du groupe Casino qui est en pleine déconfiture. Le groupe ayant perdu 5,7 milliards d'euros en 2023, ce plan va se dérouler en plusieurs vagues. En mars, augmentation de capital successive, une assemblée générale des nouveaux actionnaires et cession de magasins. Intermarché et Auchan vont en reprendre 288 hypermarchés et supermarchés, 98 pour Auchan, 164 pour Intermarché après cession de 26 à Carrefour. À la fin de l'histoire, il restera 25 magasins Casino. C'est dingue quand même. Qui est derrière ce rachat ? Daniel Kretinsky. Ce nom est de moins en moins inconnu pour les Français. Il est né en République tchèque, il est âgé de 47 ans. Ancien avocat avec une fortune estimée à 9,4 milliards de dollars selon Forbes. Citizen K, comme il est surnommé dans les milieux intéressés, a fait sa fortune dans l'énergie. Mais depuis plusieurs années, il a investi dans les médias en rachetant en France Télé 7 jours, je vous en cite quelques-uns, France Dimanche, Marianne, entre autres. Il est entré au capital de TF1 et a injecté plusieurs millions dans Libération, le journal quotidien. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, vous souhaitez prolonger votre saga avec Casino en faisant une saga de la semaine. Oui, parce que c'est une marque qui fait partie du patrimoine économique français et tout particulièrement de Saint-Étienne. C'est Geoffroy Guichard qui, en 1898, a créé, alors ça s'appelait la Société des magasins du Casino, établissement économique d'alimentation. Voilà. 3 ans plus tard, invention de la marque Casino et devient la première marque de distributeur en France. Pour les amoureux du foot, c'est en 1931 que le stade Geoffroy Guichard est inauguré à Saint-Étienne. Casino va se développer fortement à partir des années 60, année de consommation par excellence. Le groupe va prendre un virage à partir de 1992 en fusionnant avec le groupe Rallye détenu par Jean-Charles Naouri. Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite ? Acquisition, fusion, prise de participation, le groupe a grossi vite. Très vite, très probablement trop vite. Avec Leader Price, Monoprix, Franprix, Spar, Cdiscount, Naturalia, je m'arrête là. Cette croissance mal maîtrisée a endetté le groupe au-delà du supportable. Il aura fallu 9 mois pour solder cette épopée stéphanoise. Ouais, exactement, il a même été leader en Amérique latine, ce qui est incroyable. Tout de suite, Thomas, on accueille votre témoin de la semaine. On est avec Camille Gaby, cofondatrice d'Imparfait, c'est le nom de la marque. Alors c'est une plateforme digitale de déstockage de vêtements vintage qui a été créée en 2017. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Camille, eh bien, on va commencer tout de suite à préciser le terme. Vintage, c'est quoi ? Alors, c'est un très bon point. Vintage, c'est des pièces, des vêtements, des accessoires qui ont été produits il y a au moins 20 ans. D'accord. Et ça, c'est très important parce que c'est une grosse différence avec la seconde main. La seconde main, c'est quelque chose qui a été porté généralement, qui n'est pas vendu par le producteur du vêtement, mais ça peut être une pièce relativement neuve, ce qui n'est pas le cas du vintage. Alors déjà, on va placer aussi Imparfait, c'est savoir ce que c'est, ce site. Ça correspond à quoi ? Vous représentez quoi aujourd'hui ? Alors, on a construit cette plateforme qui est une plateforme digitale destinée aux 18-45 ans pour consommer de la mode un peu plus responsable. Donc, on a commencé par notre premier amour qui est le vintage, du coup, donc des pièces qui ont plus de 20 ans, dont l'impact carbone a été amenuis par les utilisations précédentes en fait, du produit. On a beaucoup apprécié, on a travaillé pendant 5 ans vraiment d'arrache-pied à développer cet aspect-là du business. Maintenant, on travaille avec 3500 friperies et dépôts-ventes en France. Oui, je vous interromps parce que c'est une marketplace, il faut le préciser. Vous achetez pas pour revendre. Exactement, non. Nous, on fait l'intermédiaire entre ces vendeurs professionnels et des acheteurs qui, eux, peuvent être complètement novices dans l'art de chiner du vêtement. Et l'idée, justement, c'est vraiment de leur donner sur un plateau la plus belle sélection de vintage qui existe. Et l'année dernière,
on a un peu étendu notre activité à également des stocks dormants de très belles marques, principalement françaises et européennes, qui en gros ont dans leurs entrepôts des produits qui peuvent être soit des prototypes, soit des pièces un petit peu imparfaites, c'est-à-dire avec quelques petits défauts mineurs, soit carrément des archives, des invendus des années précédentes, et on les remet à disposition aussi à petit prix du coup sur la plateforme. Alors j'ai relevé qu'on pourrait habiller 8 générations, entendez-moi bien, 8 générations de femmes sans avoir à produire de nouveaux vêtements. C'est colossal. C'est colossal. Aujourd'hui, on a une production de vêtements qui est gigantesque. Il faut savoir que le secteur textile est l'un des plus polluants au monde. Selon les différentes études, c'est entre 2 et 8% en gros des émissions carbone mondiales. Donc c'est très très fort. Et si on continue en gros sur les volumes de production qu'on a, on pourrait atteindre 25% d'ici quelques années. Donc c'est vraiment très très gros. C'est un vrai truc à regarder. Et effectivement, on produit en moyenne 100 milliards d'unités de vêtements par an pour une population mondiale de 8 milliards de personnes. Donc en fait, on produit trop, on achète trop. Un Français moyen aujourd'hui achète 50 nouveaux produits par an. Oui, c'est colossal aussi. C'est colossal. Ouais. Donc effectivement, il y a énormément de produits aujourd'hui qui sont en circulation et il faudrait les remettre en valeur, principalement ceux qui sont de qualité, c'est-à-dire non issus de fast fashion, pour justement, effectivement, allonger la vie et la durée d'existence de ce produit. Alors j'ai relevé également qu'il fait 7500 litres d'eau pour fabriquer un jean. Alors quand on entend ça, est-ce que ce type de produit a encore de l'avenir ? Sachant quand même que l'eau va être l'enjeu du 21e siècle, c'est déjà l'enjeu aujourd'hui. C'est un très très gros problème effectivement. Le jean aujourd'hui c'est l'un des produits qui est le plus porté, c'est un vêtement qui fait partie vraiment du quotidien de n'importe quelle personne. Oui, moi-même j'en porte un aujourd'hui, je crois que j'en ai un littéralement 5 jours sur 7. Donc effectivement aujourd'hui les toiles vintage existent beaucoup. Le jean c'est une matière qui est très résistante si elle est bien faite. C'est-à-dire les toiles vintage par exemple de Levi's qu'on connaît tous sont beaucoup plus résistantes que celles qui sont faites aujourd'hui parce qu'il y a de l'élastane dedans. Donc nous chez Imparfait, effectivement l'un des produits phares de notre collection vintage c'est le jean Levi's 501 qu'on remet effectivement à disposition avec une belle sélection sur le site. Alors Camille Gaby, vous vous opposez au fast fashion, la mode rapide, représentée par des marques comme Zara et H&M. Elles peuvent atteindre jusqu'à 36 collections par an et pour pas cher ou moins cher. C'est un non-sens à tout point de vue. Pour vous, cela a de nombreuses conséquences sociales et environnementales. Et pourtant, quand même, les clients y tiennent. Ils sont attachés à ça, la possibilité de changer leur garde-robe, contrairement à ce qu'on avait il y a quelques années, globalement 4 collections par an. Parce que c'est ça les fondamentaux. Absolument, mais par ailleurs c'est tout à fait compréhensible, c'est très naturel, c'est-à-dire aujourd'hui on achète certains produits au prix d'un sandwich à la boulangerie, donc c'est vrai qu'on considère qu'un vêtement c'est un consommable en fait, périssable, qu'on peut l'acheter, le consommer, le plaisir de l'achat en fait quand il est si peu cher devient en lui-même en fait un but. Et c'est un problème aujourd'hui parce que malheureusement les vêtements qu'on achète aujourd'hui ne sont pas des biens consommables, c'est des biens qui sont censés rester, ou même de mauvaise qualité qui perdurent et qui viennent, je ne sais pas si vous avez vu toutes ces images des plages du Ghana qui sont recouvertes de monticules de vêtements. C'est un problème de pollution aujourd'hui qu'il faut adresser. Donc il y a c'est vrai qu'il y a un plaisir à acheter des vêtements et c'est compréhensible. Un vêtement aujourd'hui c'est pas seulement pour se couvrir et se protéger du vent, de la pluie, etc. C'est aussi un marqueur social très important et s'habiller c'est un plaisir, donc c'est socialement très fort. Mais il faut qu'on considère que c'est aussi un quasiment politique et qu'il faut qu'on fasse attention en gros à la planète et que malheureusement c'est là pour durer, quoi. Faut faire gaffe. On va s'intéresser un peu à vous. Vous êtes entrepreneur. Comment on devient entrepreneur ? Parce que vous avez un parcours qui laissait entendre que vous auriez pu continuer dans les grands groupes. Je cite que vous avez travaillé entre autres chez L'Oréal et chez Yves Saint Laurent. Rien ne vous prédestinait forcément, en tout cas par principe, par théorie, à aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors pour quelle raison ? C'était un peu par hasard, en toute honnêteté. Je pense je suis d'une génération où on est en quête de sens, je pense beaucoup. Chez L'Oréal, j'ai trouvé que cette boîte était absolument fantastique. Il y a énormément de possibilités en interne, des gens qui sont très câblés, très intelligents. Enfin, c'est vraiment une belle boîte. Mais à un moment, je me reconnaissais plus en fait dans le fait de produire des produits, de proposer des produits régulièrement, des nouveautés en fait qu'on mettait en rayon chez Sephora ou chez Marionneau. Et cette course à la nouveauté m'a rappelé que j'étais aussi une grande fan de vintage et qu'au contraire, il y avait des produits qui étaient faits pour durer et qu'il fallait juste les rendre disponibles parce qu'aujourd'hui, elles étaient cachées dans les 15 000 boutiques friperies dépôt-vente réparties un peu partout sur le territoire français et qu'au contraire, on pouvait donner une deuxième vie en gros à ces produits et les rendre accessibles au plus grand nombre. Merci à vous.
Merci Oui, beaucoup. Coup de vieux pour nous, hein, Thomas. N'empêche, ce forcément, qui est ouais. vintage à 20 ans, ça veut dire que si on a gardé allez. les habits qu'on portait il y a 20 ans, ça peut être considéré aujourd'hui comme vintage. Absolument. Merci d'être intervenu sur Sud Radio, Merci Camille à vous. Gaby. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Imparfaite, ce site de vente de produits vintage. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. On va essayer de franciser tout ça, mon cher Thomas. La gestion lente des ressources humaines. Est-ce que ça pourrait sonner correctement pour une traduction de slow management que vous allez nous expliquer tout de suite? C'est pas mal, on voit le bilingue que vous êtes, mon cher Jean-Marie. Alors, slow management, j'ai commencé à en donner quand même une définition. C'est une approche de gestion qui met l'accent sur la qualité plutôt que la quantité, la durabilité plutôt que la rapidité et le bien-être des employés plutôt que la productivité à tout prix. C'est inspiré par le mouvement slow qui a émergé dans les années 80 avec le slow food en Italie. Et le slow management vise à promouvoir des pratiques de gestion plus réfléchies, axées sur le long terme et qui prennent en compte les besoins et les valeurs des individus et de l'environnement. Alors ça c'est bien noté, on a bien compris, mais en quoi le slow management est une pratique utile dans une entreprise, Thomas? On entend souvent quand même les managers dire je suis sous l'eau, je suis pressurisé par des objectifs parfois intenables, je suis sursollicité. Le slow management veut prendre le contre-pied de cette course effrénée vers une productivité sans limite. Il faut réussir à dégager du temps pour le passer avec ses collaborateurs, favoriser un environnement de travail où la collaboration est encouragée et où la communication est ouverte, transparente et respectueuse. Ok, si je vous comprends bien, en fait, ce slow management, c'est pour favoriser en fait des environnements de travail, qui sont tournés plus vers l'humain qui sont en quête de sens. Et c'est exactement ça. Du coup, ces environnements seront plus durables et équilibrés. La qualité des relations et des résultats, sans oublier quand même les objectifs à atteindre, primeront sur la vitesse et la quantité de travail. Oh, ça c'est pas mal quand même. Merci beaucoup mon cher Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.